La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Aux commandes, comme tous les jours du lundi au vendredi. David Decamp, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. C'est le procès de toute une époque. Les époux Balkany sont jugés pour fraude fiscale et blanchiment. On les accuse d'avoir dissimulé 13 millions d'euros au fisc. L'hommage aux 2 soldats tués en opération lors de la libération des otages français, ce sera demain aux Invalides. L'Élysée prépare minutieusement la cérémonie. Et puis après l'affaire du fichage Monsanto, les excuses de Bayer, c'est la panique au sommet du groupe agrochimique allemand. La correspondance de notre journaliste à Berlin dans ce journal. 8h12, cette question de Vincent Herouette. Les 2 otages français ont-ils pris un risque inconscient? On écoutera son analyse. À 8h15, il est à la tête de l'une des 34 listes pour les européennes. Audrey Crespo-Mara reçoit le fondateur de Génération S, Benoît Hamon. Europe 1. L'heure des comptes a-t-elle sonné? Patrick et Isabelle Balkany sont jugés à partir d'aujourd'hui à Paris. Le maire et la première adjointe de Levallois sont notamment accusés de fraude fiscale. On leur reproche d'avoir dissimulé 13 millions d'euros. Bonjour Salomé Legrand. Bonjour. Plus globalement, Salomé, la justice les accuse de s'être enrichis illégalement. Absolument, pour Patrick Balkany, grâce à de la corruption et des prises illégales d'intérêt, c'est-à-dire en se faisant payer de confortables dessous de table par de gros promoteurs immobiliers en échange de l'attribution de marchés publics à Levallois. Les juges ont remonté ces pratiques depuis le milieu des années 1980, mais c'est prescrit. Et jusqu'en 2010, où un homme d'affaires saoudien a versé 5 millions d'euros en espérant construire 2 tours jumelles en front de Seine. Il y a aussi des fonds liés à de curieuses activités du député-maire en Afrique durant la présidence de Nicolas Sarkozy. Mais les enquêteurs ont surtout démêlé un incroyable écheveau de sociétés offshore avec des montages passant par le Panama, le Liechtenstein, la Suisse et Singapour, avec des noms de proches pour faire écran. Les époux ont fini par avouer une petite part de fraude fiscale en parlant d'héritage en Suisse non déclaré. Mais d'après les juges, rien de comparable à leur invraisemblable train de vie assuré quasi uniquement en argent liquide. Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Merci à vous Salomé. Alors si les époux Balkany sont jugés, c'est le fait d'un homme. Il s'est confié à vous Salomé. Didier Schuller, l'ancien directeur général des HLM des Hauts-de-Seine, a décidé de dénoncer en 2013 l'existence de ce patrimoine présumé caché. On l'écoute. Pendant plus de 20 ans, j'ai, pour parler d'une manière un peu abrupte, fermé ma gueule. À partir de 2013, j'ai effectivement eu le comportement, entre guillemets, d'un repenti, c'est-à-dire que, trouvant dans le dossier des preuves absolument flagrantes des agissements de Patrick Balkany, j'ai décidé effectivement de répondre très clairement à la justice en la matière. J'ai pu m'apercevoir que ce que je pensais être de l'argent pour le RPR de l'époque, une partie de cet argent avait été sans doute mis de côté et détourné par Patrick Balkany à titre personnel. Didier Schuller, l'homme qui va peut-être donc faire tomber les époux Balkany. Et soyons tout à fait complets, il y a une incertitude sur la présence d'Isabelle Balkany sur le banc des accusés en raison de son état de santé. Isabelle Balkany, je vous le rappelle, a tenté de se suicider le 1er mai dernier. Ses jours ne sont heureusement pas en danger. Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, les 2 soldats tués lors de l'opération de libération des otages au Burkina Faso. Oui, des héros, mais aussi des hommes avec des familles. Écoutez le témoignage du père d'Alain Bertoncello. Il y a bien sûr un immense chagrin, mais aussi un sentiment de fierté. Mon fils, il a fait son job, quoi. Il a réussi sa mission. S'il peut servir à donner des exemples, tant mieux. Il se trouve que ma femme et moi, on est tous les 2 enseignants. On a eu le témoignage aujourd'hui d'une jeune fille qui nous a dit j'avais du mal à me décider, ça m'a aidé dans mon choix. Elle veut intégrer l'armée. En ce sens, oui, c'est important. Ça fait partie de la vie du militaire. Le jour où il a défilé au 14 juillet sur les Champs-Élysées, pour lui, c'était un honneur. Donc aujourd'hui, ça sera un honneur. Comment on pourrait ne pas être fier, quoi? Je veux dire, on vient de perdre son fils, si en plus... Si on n'est pas fier, ça serait quand même... Je ne comprendrais pas, quoi. Enfin, moi, oui, je suis fier de mon fils. La dignité de Jean-Luc Bertoncello, le père de l'un des militaires tombés en opération, était avec Rémi Pierre pour Europe 1. Alors ce papa, les familles des 2 soldats seront demain aux Invalides, hommage national, présidé par Emmanuel Macron. Comment se déroulera la cérémonie? Virginie Riva. Le cortège funéraire traversera le pont Alexandre III où les Français sont invités à venir nombreux saluer la mémoire de ces 2 militaires, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, morts durant l'opération de libération des otages. Puis, leurs dépouilles seront déposées dans la cour des Invalides pour une cérémonie solennelle qui sera empreinte de l'émotion du décès de ces 2 militaires. Elle sera dans l'esprit de l'hommage national rendu au colonel Arnaud Beltrame, indique l'Élysée. Seront présents les membres du commando Hubert dont étaient issus les 2 militaires. Le casse-tête pour l'Élysée, c'est de protéger l'identité de ces soldats.
Il ne faut pas que l'on puisse voir leur visage pour ne pas les mettre en danger. La presse pourrait donc être tenue à l'écart pour protéger les soldats de cette unité d'élite. La cérémonie sera le point d'orgue de cette opération qu'Emmanuel Macron a lui-même ordonnée jeudi soir. Ce sont les mots de l'Élysée. Cette décision de rendre un hommage national aux 2 militaires va de pair avec celle d'avoir accueilli les 2 otages libérés samedi soir, explique l'entourage du président. En tant que chef des armées, c'est lui qui a donné l'ordre pour cette opération. Il veut donc aller jusqu'au bout. Virginie Riva du service politique d'Europe 1. Et j'ajoute que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, propose que des écoles portent le nom des 2 militaires tués. Information Europe 1, signé Guillaume Bier. Le RAID est intervenu tôt ce matin à Évry dans l'Essonne. L'un des résidents d'un foyer de travailleurs immigrés avait ouvert le feu sur ses voisins de chambre, faisant 2 blessés graves. L'auteur a ensuite mis fin à ses jours. Les policiers d'élite viennent de le retrouver sans vie. Le 52e congrès de la CGT commence aujourd'hui à Dijon. Oui, alors pas de suspense. Philippe Martinez sera reconduit à la tête de la Confédération, mais il devra faire face à l'expression d'une contestation. La CGT n'est pas en forme. Le syndicat n'en finit plus de perdre du terrain. Olivier Samin. Il y a eu le choc du mois de décembre dernier. La CGT supplantée par la CFDT, devenue premier syndicat de France, privé et public confondus. Il y a eu parallèlement d'autres secousses moins visibles mais tout aussi emblématiques dans ce qui a longtemps été ses bastions. EDF, où elle n'est désormais plus majoritaire. La RATP, où elle est devancée par l'UNSA. Air France, où elle n'est même plus autour de la table. Pour l'historien du syndicalisme Stéphane Sirot, cette érosion illustre la difficulté pour la CGT à répondre aux attentes d'un monde du travail qui change. Son discours vis-à-vis des catégories socio-professionnelles arrivant sur le marché du travail, à savoir des jeunes souvent plus qualifiés, et puis le salariat ubérisé, les auto-entrepreneurs que la CGT aujourd'hui a du mal à rencontrer parce que la culture qui est la sienne est une culture syndicale largement éloignée des réalités du salariat tel qu'il est aujourd'hui. Philippe Martinez est le premier à le reconnaître. Les structures de la CGT ne sont plus adaptées au monde du travail. Il y a quelques jours, devant les journalistes sociaux, il s'est même dit très inquiet pour son organisation. Les gilets jaunes qui agrègent des femmes, des retraités, des salariés de PME, des précaires. Les gilets jaunes, dit-il, sont le reflet de nos déserts syndicaux. Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Coup d'envoi aujourd'hui de la campagne officielle des élections européennes du 26 mai avec affichage et spots télévisés. Le résultat du scrutin reste toujours aussi incertain. La République En Marche et le Rassemblement National sont au coude à coude. En tout, 34 listes concourent à cette élection. La suite du journal avec David Doucan et l'affaire du fichage Monsanto et l'embarras du groupe Bayer, David. Oui, des centaines de personnalités, journalistes, politiques, fichés en fonction de leur position sur les OGM ou le glyphosate. Cela fait désordre et surtout c'est même illégal. Le groupe allemand Bayer, qui détient Monsanto, a présenté hier ses excuses. Correspondance à Berlin, Hélène Kohl. 2 communiqués en un week-end, le groupe agrochimique allemand cherche à tout prix à circonscrire l'incendie avant l'ouverture de la bourse de Francfort tout à l'heure. Surtout que l'action Bayer a déjà perdu 40% de sa valeur depuis le rachat très contesté de Monsanto l'année dernière. Cette acquisition a embourbé Bayer dans le scandale du glyphosate. L'entreprise risque des procès en cascade aux États-Unis. L'affaire des fichages secrets fragilise encore davantage le groupe, basé à Leverkusen dans la Ruhr. Alors dans ses communiqués, on sent toute la fébrilité qui s'est emparée de Bayer. Après avoir dans un premier temps nié avoir eu connaissance de ce fichier, maintenant la direction veut coopérer avec les autorités judiciaires. Mais pour le moment, le groupe affirme ne pas avoir d'éléments montrant que ces listes établies pour le compte de Monsanto ont enfreint la loi. Il joue la carte de la transparence, mais ici en Allemagne où la population est extrêmement sensible aux questions de stockage des données personnelles, une affaire comme celle-ci pourrait mettre à genoux le groupe, pilier de l'économie allemande depuis plus de 150 ans. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1. Cinéma, la 31e cérémonie des Molières. Théâtre, oui, alors, oui. Je pensais à Cannes, j'étais déjà à Cannes. On va parler des Molières ce soir aux Folies Bergères à Paris. C'est la 31e cérémonie, cher David Doucan. Oui, la grande soirée du théâtre. Mais cette année, les femmes à l'honneur, en particulier dans le domaine du rire. 4 personnalités sont nommées dans la catégorie humour. Toutes des femmes. Blanche Gardin, Florence Foresti, Caroline Vigneault et Michel Bernier. Alors comment expliquer cette domination? Diane Genouda. Elle était la seule femme l'an dernier, Blanche Gardin, et c'est elle qui l'emportait. Non mais voilà, je le savais, c'était sûr. Attendez, je suis la seule femme nommée l'année de l'affaire Weinstein. Mais ça c'est tout moi, ça c'est l'histoire de ma vie, quoi. Le jour où j'ai un prix, il a aucune valeur. C'est vraiment ça. Il y a du progrès puisqu'elles sont donc 4 femmes cette année à l'humour incisif et cash, à l'image de Caroline Vigneault. Oui,
jusqu'en 1924, le bac est réservé aux hommes. Alors c'est vrai que nous, on avait un petit examen pour notre sexe, une sorte de petit bacounet. Je crois que c'était arrangement floral à l'écrit. Et comment faire plaisir à ton mari? À l'oral, bien sûr. Elles sont brillantes et piquantes, femmes libérées qui parlent de sexe, de leur intimité sans complexe. Mais elles le font avec tellement de brio que ça passe. Donc ici 4 styles, mais toutes des femmes puissantes qui balayent tout sur leur passage. Diane Chenouda du service culture Europe 1. Dernier mot de football, la descente aux enfers de l'Olympique de Marseille est terminée. Le club n'a plus aucune chance d'accéder à une compétition européenne la saison prochaine, conséquence de sa défaite hier soir au stade Vélodrome face à l'Olympique Lyonnais, 3-0. C'était le journal de 8h présenté par David Decamp. Merci.